Oui, au Locle, il y a 120 personnes qui vont mourir de la grippe. Donc on a les chiffres, les relevés, même c'est assez impressionnant de lire ça dans la presse presque jour après jour. Et il y a beaucoup de militants très jeunes, hein, parce qu'à la différence du Covid que l'on a connu ces dernières années, c'est surtout des jeunes, hein, de 20 à 40 ans, qui sont proportionnellement plus frappés par cette maladie, et on a des leaders de la jeunesse socialiste qui meurent peu après la grève générale de 1918, en tout cas pour le cas du Locle, mais je pense que ce sera le cas aussi ailleurs. Pourquoi le Locle est intéressant? Donc, je ne sais pas si vous connaissez bien cette petite ville qui est perchée à 950 mètres d'altitude, près de la Chaux-de-Fonds, qui compte alors 13 000 habitants. Mais je crois que c'est un point de vue très intéressant pour faire un peu un zoom sur la situation de la classe laborieuse suisse dans les années 1910-1920, même plus largement. Mais moi, je me suis concentré principalement sur cette décennie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des montres, hein, quasiment dans le cliché suisse, des banques, du chocolat. Donc il y a une fabrique de chocolat, peut-être les plus anciens d'entre vous connaissent, qui a cessé d'exister dans les années 1990, qui s'appelait la chocolaterie Klaus, qui avait 500 ouvriers au Locle. Et on produit aussi beaucoup de munitions. Durant la guerre, j'y reviendrai, c'est aussi intéressant sur certains points aveugles de ce mouvement ouvrier qui s'affirme dans le canton de Neuchâtel zimmerwaldien, mais qui ne thématise pas vraiment cette question. C'est assez frappant de voir cela. Donc la grève générale, en fait, c'est deux grèves, hein. Il y a deux grèves différentes. La première qui se déroule le samedi 9 novembre. Donc n'oublions pas qu'au début du XXe siècle, on travaille le samedi, hein. Parfois, on ne travaille plus l'après-midi, mais en tout cas le matin, on travaille. Qui est une grève de protestation, hein, qui est convoquée dans le but d'amener l'armée à évacuer Zurich et qui est très suivie en Suisse. Mais la grève qui se déroulera ensuite à partir du 11, c'est une deuxième grève qui, là, se veut illimitée et qui va durer 3 jours, hein, où on est dans l'inconnu, hein, une grève dont je crois qu'on sera d'accord de dire que les directions syndicales et socialistes ne sont pas non plus très très chaudes de l'appeler, mais ils s'y trouvent contraints. Mais ça fera partie peut-être du débat. Donc on est aussi, n'oublions pas, le 9 novembre 1918, dans les derniers jours de la guerre sur le front occidental, hein. Au Locle, on entendra les cloches de l'armistice, le 11, dans les villages alentours de France, hein, on est tout près de la frontière française. Mais ce jour-là, l'armée décide de monter plus haut, faire monter la sauce, dira-t-on, en mobilisant l'armée, hein, 100 000 soldats qui seront convoqués. Donc le Locle, parmi d'autres villes, 19 villes ouvrières de ce pays, décide de relever le défi en convoquant une grève de protestation d'une journée. Et au Locle, donc, le matin, la fanfare socialiste, on est aussi dans une époque, j'y reviendrai si j'ai le temps, qui s'appelle la Sociale, parcourt la ville pour réveiller les habitants, signalant le début de la grève, hein, qui s'est décidé le soir avant, hein, tout ça se passe très vite. Un tract est diffusé qui dit « Ouvriers loclois, rendez-vous immédiatement sur la place de l'usine électrique où des orateurs vous exposeront la situation. À 7 h du matin, tous doivent être là, à bas les traîtres. » Donc aussi le combat contre ce qu'on appelle les jaunes, hein, à l'époque, qui est là derrière. « Levez-vous en masse, vous n'êtes pas mûrs pour l'esclavage. Vous réclamez des réformes sociales importantes qui mettent un terme à vos souffrances. Prouvez à ceux qui vous provoquent que les menaces insultantes et les mitrailleuses même, loin de vous faire renoncer à vos droits, vous rendront plus intransigeants. » À 6 h 50, le courant électrique est coupé. Il faut savoir, ça c'est aussi une particularité, que le Parti socialiste est majoritaire à l'exécutif de la ville et le responsable des services industriels est l'ancien secrétaire de la FOMH, hein, la Fédération ouvrière des métallurgistes et horlogers. Et donc à 6 h 50, le courant est coupé. C'est une particularité du Locle et de la Chaux-de-Fonds, qui sont les deux seules villes à avoir fait cela, et referont la même chose le 11, 12 et 13 novembre, ce qui fait que les usines ne peuvent pas fonctionner sans courant électrique. Alors il y a quelques usines qui ont aussi du charbon qui arrive à fonctionner, mais c'est cette particularité qu'on a vraiment une grève totale, à défaut de pouvoir faire fonctionner les usines. À 7 h 15, le tocsin sonne. Il faut savoir ce que c'est le tocsin, c'est un peu bizarre pour nous, mais c'est quelque chose d'assez angoissant, hein. Dans la matinée, le drapeau rouge est hissé sur l'hôtel de ville. Donc un hôtel de ville, pour ceux qui connaissent le Locle, qui est un peu Heimatstil, un peu, qui montre
une vision très apaisée de la politique, donc on hisse le drapeau, et durant la journée, on a des postes de grève qui sont tenus, des piquets, dirions-nous aujourd'hui, devant les usines, et la droite va attaquer en disant que c'est les gardes rouges qui descendent dans les rues du Locle, comme c'est le cas dans la Russie bolchéviste. Donc n'oublions pas aussi qu'on est une année après le début de la Révolution d'octobre. Le secrétaire syndical dira qu'il y a 2500 grévistes répartis dans 25 entreprises, donc ce jour-là. Comme l'armée ne va pas baisser la garde, la sauce monte encore une fois. Un peu dans la précipitation, une nouvelle grève sera appelée, dite illimitée cette fois-ci, donc à partir du lundi soir 11 novembre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Locle, mais ce n'est pas propre au Locle seulement, la veille, le patronat, les partis radicaux et libéraux, ainsi que les syndicats catholiques se réunissent pour former une garde civique, pour former une structure qui est appelée à durer, qui va s'appeler au Locle la Ligue Ordre et Liberté, où on trouve tous les curés, les pasteurs, il y a différents pasteurs, on est dans une ville très protestante, les médecins, les pharmaciens, les propriétaires. Il y a 25% des hommes de la ville qui signent l'adhésion de cette garde civique au Locle. C'est très considérable. La ville va être complètement clivée en deux pendant très longtemps. Donc, elle proteste cette ligue qui va s'appeler bientôt Ordre et Liberté contre le soviet Bosch d'Olton, qui fait partie de ça. Donc, durant la grève, on a des manifestations de la gauche, socialiste et syndicale, mais aussi des contre-manifestations de la droite. Donc, on a un front uni de la droite qui se met en place. Il y a une petite différence, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est notable, que j'aimerais signaler. C'est que la droite pointe du doigt les socialistes, puisqu'ils tiennent des assemblées dans l'Église où on trouve des femmes et des enfants, alors que la politique est une affaire sérieuse, une affaire de mal. Donc, ces messieurs de la droite demandent, lorsqu'ils défilent dans la ville du Locle, que les dames et les enfants se tiennent sur les côtés. Donc, on a quand même aussi quelque chose de ce type-là qui passe. Moi, je ne sais pas combien de temps j'ai, j'avoue que... Vous pouvez y aller. Je peux y aller, bon. Voilà, vous avez ici deux photographies. À gauche, c'est justement une manifestation de cette Ligue Ordre et Liberté, où on a aussi les bannières communales du district du Locle qui défilent, donc officiellement. Et à droite, on a l'une des rares photographies de la grève au Locle, qui est en l'occurrence le chemin de fer. Donc ici, on est le 12 novembre 1918, une photographie qui a passablement circulé. Donc, contre-manifestation de la droite, il y en aura deux. Il y a aussi tous les paysans qui vont descendre sur le Locle manifester contre les rouges, et en même temps on a cette grève qui est très suivie dans la ville du Locle. Voilà, moi je sais, j'ai combien de temps? Comme ça j'essaie de... On dit encore 5 bonnes Parfait, minutes. 5 bonnes minutes. Magnifique. Donc, la grève générale est paradoxalement désormais assez bien connue en Suisse. Par contre, les années de grève générale, les années de la Première Guerre mondiale sont moins connues. C'est un vide qui est un peu comblé. Il y a aussi des aspects que tu as signalés qui sont un peu passés à côté. C'est un paradoxe. Le rôle de la Suisse dans la Première Guerre mondiale est encore assez peu étudié, ou en tout cas moins connu dans le grand public. Ce qui m'a aussi intéressé de travailler sur cette ville, c'est que, comme je l'ai dit, on peut faire un zoom sur une ville horlogère qui appartient à un arc industriel. Je ne vais pas aller dans le détail, mais on a 13 000 habitants qui travaillent pour 60% d'entre eux, pas loin de 60% d'entre eux dans l'horlogerie, dans la spécialisation de l'horlogerie. L'horlogerie, il ne faut pas voir quelque chose, on fabrique la montre du début à la fin. C'est vraiment un secteur très fragmenté, aussi avec des secteurs très féminisés, comme les pignons, certaines parties de la montre, et d'autres qui sont au contraire très masculinisés, avec une hiérarchie aussi très complexe. Donc c'est des professions très variées qui existent dans ce secteur. N'oubliez pas que la Suisse, au début du XXe siècle, elle produit 90% des montres qui sont fabriquées dans le monde. Et 95% d'entre elles sont exportées. C'est le deuxième élément d'exportation en valeur de la Suisse. Au Locle, il y a 1 million de montres qui sont produites en 1913. Donc, je me suis un peu intéressé à ce secteur industriel, essayer de retrouver ce que c'était cette classe laborieuse, parce que des fois, le terme classe laborieuse est un peu trompeur, il faut aller voir derrière ce qu'il y a, un peu les mentalités, ce genre de choses. Bon, une particularité, là je passe très vite, c'est connu parce qu'on est encore dans ça aujourd'hui. L'horlogerie est très...
sujette aux fluctuations de l'activité économique. Hein. Donc, comme on l'a vu, c'est de l'exportation. Donc, on l'a vu avec le quartz dans les années 1980, on le voit aujourd'hui avec les montres connectées. Hein. C'est donc très sensible. Donc, on a des périodes de grande production et d'autres avec des crises qui durent parfois plusieurs années, où aussi la question du chômage est très tôt posée à la fin du 19e siècle avec la mise en place de structures d'assistance sociale. Oui, voilà quelques photos, juste pour que vous ayez une idée. Je ne vais pas m'arrêter, pas aller trop long. Donc, ici, on a le plus grand employeur du locle à l'époque, qui s'appelle la Zénith, une fabrique qui existe toujours, rachetée par LVMH, mais c'est un très grand fabricant, hein, 8 à 900 ouvriers et ouvrières qui travaillent. Ici, on fabrique la montre du début à la fin, alors qu'il y a d'autres entreprises horlogères qui fabriquent des montres spécialisées, etc. Bon, autre chose aussi, pour retrouver le cadre de l'époque, hein. N'oublions pas qu'en Suisse, la moyenne de vie est de 51 ans, l'espérance de vie en 1913, hein, 54 pour les femmes. Au Locle, encore en 1913, vous avez pas loin de 9% des nouveau-nés qui meurent durant la première année. Hein. Donc, je dis bien en Suisse, hein, c'est des chiffres qui sont encore très élevés. Et là, vous avez aussi une indication de la part qui est réservée, alors ce n'est pas au Locle, c'est plus général, hein, c'est les ouvriers sur bois, ça c'est une enquête syndicale qui est menée avant la Première Guerre mondiale, où on voit que l'alimentation représente 50% des dépenses. Hein. On est dans un autre monde que celui qu'on connaît, en tout cas en Suisse, hein, il y a d'autres pays où c'est... Je vous invite à lire ce récit qui est fabuleux. Il y a très peu de récits d'horlogers, ça c'en est un qui est passé par le Locle, mais durant sa vie de monteur sur boîte, Émile Blazer a connu 38 emplois dans une dizaine de localités. Ça donne aussi une idée de ce mouvement de population. Au Locle, il y a entre 20 et 25% de la population qui entre et sort durant l'année. Hein. Donc c'est une population flottante qui est très élevée, qui est aussi une situation très différente parfois qu'on connaît aujourd'hui. C'est une ville où 80% de la population est de la classe laborieuse, donc de ce point de vue, c'est aussi une chose très, très intéressante. Bon, là, c'est les chiffres officiels, je vous laisse tomber. Il y a des enquêtes, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique, c'est dommage, parce qu'on a une idée. Les statistiques de 1910 ont une représentation de la structuration de la Suisse en classe sociale, hein, qui est assez détaillée. Alors on peut discuter des critères retenus, mais on voit aussi qu'il y a des domestiques, 247, mais on voit le personnel dirigeant, donc le patronat, 239 personnes. Donc une vision assez détaillée, et pas seulement pour la ville du Locle, hein, pour toute la Suisse, qui donne un tableau de cette structuration sociale. Ça, c'est moi qui ai fait, par contre, ce n'est pas l'Office fédéral de la statistique. J'ai extrait 6000, les données fiscales de cette ville pour l'année 1918, hein, pour un peu mesurer les inégalités sociales, entre guillemets. Et on constate hein, que les 3 déciles supérieurs, donc les 30% les plus fortunés, qui reçoivent leur revenu le plus important, totalisent les 3/4 des revenus. Ce n'est pas nécessairement une surprise, mais là aussi, on a 1% entre guillemets qui totalise 45% de la fortune déclarée. Et puis, comme c'est une petite ville, on peut très bien retisser les réseaux, qui sont ses patrons, qui ils sont, comment est-ce que ça fonctionne. Je ne sais pas si je vais excéder mon temps, ça a été... J'ai encore un peu. Une chose aussi, peut-être dans le débat sur les origines de la grève générale, donc il y a beaucoup de points qui sont entrés à prendre en compte, on y reviendra sans doute, mais au Locle, et pas seulement dans le canton de Neuchâtel, avant la Première Guerre mondiale, on a un moment où le mouvement ouvrier est d'une créativité inédite, hein, qu'on ne reverra plus jamais après cela, avec la création d'institutions, des groupes de cyclistes, de joueurs d'échecs, des chorales. Bon, il y avait certaines qui existaient déjà, mais aussi ce type de publications qui sont produites par le Parti socialiste français, qui sont utilisées comme manuel de formation, la jeunesse socialiste qui est lancée, la sociale dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a un parti qui est en montée très forte avant la Première Guerre mondiale, hein, puisque dans le canton de Neuchâtel, il passe de 300 membres en 1909 à 2600 en 1912. Hein. Et puis je ne parle pas ici encore du syndicalisme horloger, où on voit aussi une augmentation, doublement, triplement du nombre de membres, à tel point qu'en 1919, le Locle sera la ville la plus syndiquée de Suisse. Hein, ça peut sembler paradoxal. Alors, il faudrait discuter aussi quel type de syndicalisme c'est. Hein. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps. Mais on a donc un mouvement qui va, aussi qui se propose de construire des logements ouvriers. Ils n'y arriveront partiellement que dans les années 1920, mais c'est le projet important. Ouais, là, vous avez les chiffres de syndicalisation. On voit une explosion donc, dans une petite ville, hein, n'oublions pas. La guerre va un peu...
mettre un cran d'arrêt à tout ça, et il y aura ce que j'appelle une union sacrée autour de la bienfaisance qui se met en place. Donc on a une collaboration de classe qui se constitue entre le patronat, le mouvement socialiste et syndical pour la prise en charge des questions de chômage notamment. N'oubliez pas que la production de montres s'effondre en août 1914 et pendant plusieurs mois, donc, on doit trouver un moyen de donner du revenu à ces ouvriers, à ces ouvrières. Hein. Bon, ça, je laisse tomber. Et là, je terminerai un peu là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1915, déjà, le printemps 1915, et puis ça va aller crescendo, on a une reconversion de l'horlogerie dans la sous-traitance de fusées d'obus. Hein. Vous avez ici une représentation de ce que c'est que ces fusées d'obus. C'est aussi des mécanismes d'horlogerie qui sont dedans pour les armées de l'entente, donc anglaises et françaises. Juste pour avoir une petite idée, hein, en mars 1918, le ministère des Munitions anglais commande au Locle 400 000 têtes d'obus par semaine. Hein, donc ce n'est pas juste une petite production. Puis là, le paradoxe, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a un mouvement ouvrier qui se dit dans le canton de Neuchâtel zimmerwaldien, mais qui parle beaucoup de la production de munitions dans d'autres pays, la France, l'Allemagne, des grèves dedans, mais il n'y a pas un mot sur le fait qu'on a une proportion très très importante des ouvriers et des ouvrières. Ici, on a du plein emploi. J'ai repéré aussi beaucoup de demandes de prolongation de travail de nuit, le week-end, pour produire ces munitions, mais ce n'est pas du tout automatisé par le mouvement ouvrier. Donc on a ce paradoxe qui est un petit peu étrange. Alors ça se comprend, hein, on a du job qui est donné, les gens mangent, dans un contexte qui est très pénible, très difficile. Hein. D'ailleurs, je terminerai là-dessus. On a parlé de la grippe, Covid, on sait maintenant ce que c'est. L'inflation, on commence aussi à en reparler. Vous avez ici les chiffres pour le Locle, hein, de l'explosion aussi des coûts de nourriture et de produits de première nécessité dans cette ville durant la guerre, hein, et même après, ça continue, à tel point que la municipalité va mettre en place des jardins ouvriers, hein, et on a des ouvriers qui font la double journée de travail. Ça, c'est peut-être un point de débat avec toi ou avec d'autres, c'est qu'on dit très souvent que s'il y a ne serait-ce qu'un seul point que la grève générale a obtenu, c'est la réduction du temps de travail, on peut être d'accord avec ça, mais on regarde que déjà en 1917, il y a une baisse du temps de travail. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a une pénurie d'énergie, hein, le charbon coûte énormément, très très cher, et d'autre part, on doit permettre à ces ouvriers de faire la double journée pour aller cultiver leurs patates, même si c'est à 950 mètres d'altitude, pour pouvoir bouffer. Et puis ça, c'est le cas dans toute la Suisse. Donc il y a aussi d'autres facteurs, sans parler de la réduction du temps de travail qui se fait aussi à l'échelle internationale. Voilà, je termine avec ça. Vous avez ici une photographie pour lancer la réflexion et la discussion tout à l'heure des 3 membres du comité de grève du Locle. Hein. Bon, c'est une photo qui a été prise après, qui a été utilisée pour vendre et récolter de l'argent parce qu'ils ont été condamnés à une amende. Hein. Il y a un procès militaire, j'y reviendrai peut-être dans la discussion. Mais ça me semble intéressant de m'arrêter juste 10 secondes sur chacun d'entre eux pour ouvrir la discussion. Donc vous avez tout à gauche Henri Perret, qui est un docteur en mathématiques, qui est le directeur du Technicum du Locle. Donc, le Technicum, c'est la grande école technique de la ville, qui va aussi être un candidat malheureux au Conseil fédéral pour le Parti socialiste dans les années 30, mais qui est un militant socialiste renommé, hein, un des rares à avoir un doctorat. Au milieu, vous avez Edouard Spielmann, qui lui est un mécanicien, qui est à ce moment-là l'administrateur de la FOMH de la ville et qui plus tard va finir, il va mourir assez jeune en 1934 à la tête de la police du Locle. Hein. J'y reviendrai peut-être après. Et enfin, vous avez Marc Inebnit, qui est le chef de l'atelier des Pignons de la Zénith, qui est aussi l'homme de confiance du patron de la Zénith, et qui, lui, va finir au conseil d'administration, entre autres, de la Klaus. Et la discussion qu'on pourrait avoir, c'est aussi cette force en Suisse entre, d'un côté, c'était un peu une exception historique de la grève générale avec une radicalisation réelle, mais qui détonne un peu dans un contexte où on a un mouvement ouvrier qui, progressivement, se fait aussi intégrer, même si c'est de manière subordonnée, et avec un front unique de la droite, comme je le disais tout à l'heure. Donc désolé si j'étais un peu trop long, j'ai fait de mon mieux. Merci, M. Habert.